Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Forum national du livre et de la lecture, le chef de l'État réaffirme son engagement en faveur de la promotion de la culture et du savoir. Hommage appuyé aux écrivains africains sénégalais. Thierno Alassane Sall porte plainte contre Lazer. Le député a saisi le pôle judiciaire et financier. Il veut que la justice fasse toute la lumière sur cette affaire. Le personnel de l'hôpital Youssou Mbergane refuse hausse le ton. L'intersyndicale appelle à la suspension du processus électoral des délégués. Ses membres dénoncent la signature du décret portant élection des délégués du personnel. Et puis, assise de l'entreprise, les acteurs veulent renforcer la compétitivité de l'économie nationale et poser les bases d'une croissance durable. Un plaidoyer a été fait pour un soutien des autorités vis-à-vis de l'entreprise, des entreprises locales. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Forum national du livre et de la lecture. Le chef de l'État réaffirme son engagement en faveur de la promotion de la culture et du savoir. Bassirou Diomaye Faye rend un hommage aux écrivains africains et sénégalais. Il invite les jeunes à s'intéresser davantage à la lecture. Mamadou Lamine Fati et Selman Diallo pour le compte rendu. Et sur ces mots, je déclare ouvert le Forum national sur le livre et la lecture. L'éducation par le livre pour une souveraineté éclairée. Tel est le thème du Forum national du livre et de la lecture. En plaçant le livre et la lecture au cœur des politiques publiques, vous avez réaffirmé une vérité fondamentale. Aucune nation ne peut prétendre à la souveraineté sans la souveraineté intellectuelle de son peuple. Le thème que nous avons retenu, l'éducation par le livre pour une souveraineté éclairée, n'est pas un slogan. C'est un projet de civilisation ancré dans la vision 2050 pour un Sénégal juste, souverain et prospère, dans une Afrique fière et engagée à renouer avec les initiatives historiques qui firent sa grandeur. C'est le choix lucide d'une nation qui refuse de subir l'histoire et décide de l'écrire. Car le livre n'est pas un simple outil culturel. Il est l'outil de l'émancipation collective, le vecteur de la pensée critique, le gardien de notre mémoire et le ferment de notre avenir. Il est aussi, vous le savez, un droit fondamental, notamment pour les enfants, les populations démunies et celles qui sont victimes de handicap. Pour le président Bassirou Diomaye Faye, premier protecteur des arts et de la culture, le livre n'est pas seulement un texte, mais aussi le langage du cœur. Nous devons réfléchir ensemble à des solutions concrètes, durables et équitables. Je vous invite donc en conséquence à porter votre réflexion, entre autres, sur les sujets que je voudrais citer. Le développement d'une politique innovante de modernisation des bibliothèques et salles de lecture dans les établissements scolaires, universitaires et d'enseignement supérieur. À la lumière des opportunités et innovations favorisant l'essor du livre numérique. La structuration et le financement de l'ensemble du sous-secteur pour en faire un véritable vecteur de développement économique et social dans le cadre de notre action relative aux industries culturelles et créatives. Les défis de la numérisation et de l'intelligence artificielle. J'attache par ailleurs une importance particulière à la publication d'ouvrages qui reflètent nos identités, notamment ceux écrits dans nos langues nationales. Car la souveraineté culturelle à laquelle nous aspirons passe aussi par la reconquête de notre propre parole. Écrire dans nos langues, c'est transmettre notre vision du monde. C'est dire au monde que nous pensons en sénégalais sans cesser d'appartenir à l'universel. Un hommage appuyé a été rendu aux écrivains,
tandis que le chef de l'État a pris d'importants engagements pour soutenir la culture en général et le secteur du livre en particulier. Amadou Lamine Fati, assise d'eau, l'entreprise et les acteurs veulent renforcer la compétitivité de l'économie nationale et poser les bases d'une croissance durable. Un plaidoyer a été fait pour un soutien des autorités vis-à-vis des entreprises locales. Ndeyarifal Imousadia. Selon le président du CNP, Conseil national du patronat sénégalais, l'Afrique fait face à une réalité économique marquée par un besoin d'investissement massif dans les infrastructures estimé à près de 120 milliards de dollars d'ici à 2030. Le grand défi pour l'Afrique, c'est la mobilisation des ressources sous-exploitées, en appui à la ZLECAf, en particulier dans les secteurs de transport, d'énergie et de connectivité numérique. Deuxièmement, ce besoin d'investissement pour la transition énergétique de 22 milliards de dollars d'ici 2040. Troisièmement, un besoin d'investissement dans le domaine des transports de 120 milliards de dollars d'ici 2030 aussi. Placé sous le thème croissance plus économie compétitive, souveraineté et emploi durable, un thème qui traduit l'engagement républicain des entreprises à contribuer à la mise en œuvre du plan de redressement économique et social, ainsi qu'à la réalisation de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, affirme le président du CNP. Notre État fait face à des urgences et priorités économiques, budgétaires et sociales. Nous en sommes conscients. La santé de l'entreprise est de plus en plus fragile dans des secteurs d'activité. Nous l'avons aussi constaté. Mais nous sommes des entrepreneurs optimistes. L'entreprise ne baisse jamais sur les difficultés, ni ne contourne les obstacles. L'entreprise les transforme en escaliers pour sa croissance et sa pérennité. Représenté par une forte délégation, le gouvernement du Sénégal réaffirme sa volonté d'accompagner les entreprises nationales. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a dévoilé les grandes ambitions de l'État en ce sens. À la faveur de la reprise mondiale et de la transformation structurelle en cours, le Sénégal a devant lui une fenêtre d'opportunité pour accélérer son industrialisation, renforcer sa souveraineté économique, créer des emplois durables pour la jeunesse. C'est le lieu d'évoquer l'agenda national de transformation Sénégal 2050 qui a été décliné en plan quinquennaux, décennal et en master plan. La politique du gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko est claire et ambitieuse. Il s'agit de soutenir, mesdames et messieurs, le développement d'un secteur privé national compétitif, de favoriser l'émergence d'industries à forte valeur ajoutée et de sécuriser les chaînes de valeur. Entre ambition publique et engagement du secteur privé, ces assises de l'entreprise ouvrent une nouvelle ère de partenariat stratégique pour bâtir un Sénégal économiquement fort, compétitif et souverain à l'horizon 2050. Je le disais en titre, le député Thierno Alassane Sall a déposé une plainte contre l'ASER au niveau du pôle judiciaire et financier. C'est pour dénoncer les irrégularités dans un marché d'électrification rurale attribué à l'entreprise Power EPC et par l'ASER. L'ancien ministre veut que la justice fasse toute la lumière sur cette affaire. Catherine Sigando. Des milliards mobilisés, des villages encore dans le noir, le marché d'électrification attribué à AE Power EPC est aujourd'hui au cœur d'une plainte déposée au pôle judiciaire financier par le député Thierno Alassane Sall. Il dénonce des irrégularités qui, si elles se confirment, jetteraient un sérieux doute sur la gestion des fonds publics. Ce jour, déposer une plainte contre X dans le cadre d'un marché d'électrification rurale qui devrait couvrir 1600 villages dans les régions de Louga, Saint-Louis, Kaffrine, Kédougou et Tamba. Ce marché devrait être financé par la banque espagnole Santander
et l'avance de démarrage a été délivrée le 11 juin 2024, c'est-à-dire il y a 16 mois. En septembre 2024, il y a plus d'1 an, la Banque Santander alertait les autorités sénégalaises concernées que les 37 milliards étaient sans doute en train d'être utilisés à d'autres fins que l'électrification rurale des villages dans le périmètre concerné. Ce dossier a connu de nombreux rebondissements, ce qui prouve qu'il y a des non-dits, affirme le parlementaire. Ce dossier a fait l'objet de multiples rebondissements dont il n'est pas utile que je revienne ici dans les considérations techniques. Je m'en suis largement exprimé par ailleurs. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que le marché est à ce jour, le financement est à ce jour suspendu, ce qui est la preuve que les preuves attendues par la Banque Santander ne sont pas encore délivrées. Le marché reste suspendu. Il est catégorique, le Sénégal est en état de droit. Il précise qu'aucune intimidation ne fera reculer le leader du parti La République des Valeurs. Puisqu'il est difficile aux autorités sénégalaises de prouver où est-ce que l'argent est rentré, puisque quand on soulève les questions, on fait l'objet de menaces. Je l'ai fait à l'Assemblée nationale du Sénégal. Et je me suis fait attaquer par plusieurs députés qui devaient défendre la République, mais qui défendent leur parti, qui m'ont dit que je risquais d'être électrocuté par ce problème. Vous avez suivi les derniers développements qui représentent une menace pour dire aux gens, vous n'avez pas le droit de soulever le couvercle sur ce problème-là. Une plainte qui marque une nouvelle étape dans une affaire déjà sensible et qui place désormais la balle dans le camp de la justice. Et puis, le personnel de l'hôpital Youssou Mbergane de Rufisque dénonce la signature du décret portant élection des délégués du personnel. L'intersyndical appelle à la suspension du processus électoral des délégués. Ses membres ont tenu à faire une mise au point après la déclaration du directeur du centre hospitalier. Voici les explications de Bounama Gueye, il est le président de l'intersyndical du centre hospitalier Youssou Mbergane de Rufisque. Il est au micro de Nous considérons un manque de respect envers l'ensemble du personnel. Le fait de parler de contre-vérité et de paroles de couloir de la part du directeur. Quiconque connaît l'hôpital d'hier et celui d'aujourd'hui reconnaît les efforts exceptionnels de ce personnel qui œuvre chaque jour dans des conditions souvent difficiles, mais toujours avec dignité et abnégation. Le débat actuel ne relève pas d'un problème local, encore moins d'un désaccord entre le personnel et le directeur. Il concerne un décret contesté par la centrale syndicale nationale pour son caractère discriminatoire. Il concerne un décret contesté par les centrales nationales pour son caractère discriminatoire. Comme le directeur lui-même a reconnu, il n'est pas l'auteur et par conséquent, il n'est pas notre interlocuteur sur ce dossier. Nous demandons donc du respect pour les représentants du personnel et pour l'ensemble des agents de l'hôpital. Nous restons disponibles au dialogue, mais nous ne saurions tolérer que l'honneur et l'engagement du personnel soient mis en doute. L'intersyndical continuera avec responsabilité et fermeté à défendre les droits légitimes de tous les travailleurs, dans le calme, la transparence et le respect des valeurs qui font la fierté de notre institution. Nous demandons solennellement à M. le directeur du centre hospitalier Youssou Mbergane Diop de suspendre le processus. Le Front syndical de défense du travail menace de son côté de déposer un préavis de grève. Les syndicalistes continuent de dénoncer le retard dans la mise en œuvre du pacte de stabilité sociale. Ils demandent aux autorités de reprendre le fil du dialogue. Khadija Toussen et Barasso pour le compte rendu. Le président du Front syndical de défense du travail, Modigiro Osleton, il appelle le gouvernement à respecter les engagements pris dans le pacte signé avec les travailleurs et à passer enfin à l'action. On a parlé de ces questions. On a déjà discuté de ces questions. On nous a mis en avant. Un pacte a été signé, mais sa mise en œuvre tarde toujours. Quand on revendique, on nous répond que tout est déjà réglé, alors que sur le terrain, rien n'a changé. Certains fonctionnaires continuent même de se plaindre
du manque d'avancée sur leur dossier. Le leader syndical n'exclut pas de recourir à l'action annonçant une possible marche ou même le dépôt d'un préavis de grève si les revendications demeurent sans réponse. Nous allons encore transmettre nos doléances au président de la République et son premier ministre. Mais si rien ne bouge, nous ne nous contenterons plus de conférences de presse. Mais nous organiserons une grande marche suivie du dépôt d'un préavis de grève. Face au silence persistant des autorités, les travailleurs entendent maintenir la pression jusqu'à l'obtention de solutions concrètes à leurs doléances. Khadijatou Sen Abbé Simon Guedniak déplore l'absence d'appui des autorités, selon lui, sur les 500 millions de francs CFA prévus pour la réalisation du projet de la paroisse. 43% du budget a été mobilisé par les fidèles. Il invite l'État à s'impliquer pour la réalisation du projet dont les travaux doivent s'achever en 2027. Abbé Simon Guedniak s'exprimait d'ailleurs dans le cadre des préparatifs de la fête patronale 2025. Il est au micro de Mamoudou Lamine Faté de Cheikh Maguette Mbaye. Alors, c'est traditionnel que dans beaucoup de paroisses aujourd'hui, des parrains soient choisis parmi les ethnies de la paroisse. On l'a connu. Actuellement, c'est la jeunesse paroissiale qui est en... Nous nous préparons, nous, spirituellement et physiquement. Voilà, physiquement, vous avez vu que l'endroit, quand même, a été bien nettoyé et il reste une deuxième édition de nettoyage, voilà, d'investissement humain. Mais il y a aussi, surtout prioritairement parlant, cette préparation spirituelle qui a fait que nous avons entamé une neuvaine depuis hier et qui s'achève vendredi prochain. Voilà, donc cette préparation spirituelle, c'est les moments forts où chacun fait une rencontre interpersonnelle avec le Christ que nous allons célébrer le jour-là. Les jeunes, je pense qu'il n'y a pas une entité plus indiquée que la jeunesse pour pouvoir parrainer cette fête, d'autant plus qu'ils ont quand même beaucoup de choses à apprendre, en tout cas de notre cher pape, qui appelait les gens de sortir pour aller vers les horizons, pour aller témoigner, n'est-ce pas, de leur vie de foi. Difficulté d'accès à la terre dans le département de Nioro. Le Forum civil interpelle les autorités. Les populations font également face à des coupures d'électricité. Une situation difficile. À cela s'ajoute l'absence d'infrastructures de santé. Des membres du Forum civil section Nioro du RIP veulent que les autorités agissent pour soutenir ces populations. Sékou Diallo et Assoumay. La question foncière au cœur des préoccupations du Forum civil, section Nioro du RIPA. La commune de Nioro, ceinturée par les communes de Darussalam, de Dabali et de Prohan, se trouve confrontée aux réalités du mauvais découpage administratif qui date des années 1960. Alors Nioro, cette ville chargée d'histoire, de symboles politiques et religieux, est chef-lieu du département, est actuellement sans terre, ni pour élire domicile, ni pour investir, ni pour cultiver. Les autorités sont interpellées pour une solution à ce problème. Cette situation, source de conflit entre la commune de Nioro et les communes voisines, appelle l'État à un arbitrage juste et équitable pour que chaque commune puisse s'épanouir selon les limites qui correspondent à son développement. Les coupures intempestives d'électricité préoccupent également le Forum civil. Le département de Nioro est dans le noir depuis des années. Les populations, dans la désolation, se lamentent, souffrent et s'indignent quotidiennement. À longueur de journée, le courant part et revient à n'en plus finir, avec son lot de dégâts énormes. L'arrêt du travail tant au niveau de l'administration qu'au niveau du secteur ouvrier. La destruction des matériels électriques, l'insécurité liée au vol, au banditisme et au serpent. La situation du centre de santé n'a pas été oubliée par ces acteurs de la société civile. La structure est plus malade que les patients même qu'elle reçoit.
il faut noter des lits d'hospitalisation sans moustiquaires imprégnés, une radiographie en panne récurrente avec une imprimante et des clichés défectueux, un déficit d'appareils échographiques, abdominal surtout, et de techniciens professionnels, poussant également les populations à se déplacer. Les autorités sanitaires sont interpellées pour apporter une solution à ces défaillances. Et puis Air Sénégal qui accueille donc son troisième Airbus A320, la compagnie nationale qui a donc accueilli son troisième Airbus A320. Configuré bi-classe avec 12 sièges en classe business et 138 places en classe économique. L'appareil de 150 sièges a officiellement intégré la flotte et a d'ailleurs effectué son premier vol le mercredi 15 octobre 2025 sur la ligne Dakar-Bamako-Ouagadougou avec 3 Airbus A320 en service. Air Sénégal renforce son réseau régional en Afrique de l'Ouest au service d'une connectivité plus importante, d'un confort et d'une expérience de voyage optimale pour ses passagers. Selon toujours Air Sénégal, l'arrivée de ce nouvel appareil s'inscrit dans la dynamique de montée en puissance opérationnelle de l'entreprise. Elle permet également à Air Sénégal de répondre plus efficacement à la demande croissante sur les lignes régionales. A ajouté que le directeur général d'Air Sénégal, dans le cadre de sa stratégie de consolidation et d'expansion, Air Sénégal poursuit ainsi son déploiement visant à renforcer la régularité de ses opérations et accompagner la croissance de son réseau régional et domestique. Opération de déguerpissement à Kaolack pour libérer les artères de la ville et la route nationale. Le préfet assure que des mesures seront prises pour éviter le retour des anciens occupants. Les opérations vont d'ailleurs se poursuivre. Voici les explications de Latir Ndiaye. Il est le préfet du département de Kaolack. Il est au micro de Ségoutiara d'Assoubay. Nous venons de démarrer les opérations de désencombrement sur la route nationale numéro 1, conformément aux instructions des autorités. Après que des communiqués ont été faits, ainsi que des sommations, aujourd'hui c'est le démarrage effectif des opérations depuis ce matin à 8h. Pour le moment, aucun incident n'a été noté. Les opérations progressent lentement vers le centre-ville parce que nous avons démarré par Kabatoki pour avancer progressivement vers le centre-ville. En fait, la RN1 n'est qu'une étape parce que dans le plan d'action que nous avons élaboré ensemble, il y a d'autres artères qui doivent être libérées. Donc après la RN1, nous allons attaquer la RN4. Et après la RN4 également, il y a certaines grandes artères de la voie urbaine qui seront également désencombrées. Nous avons noté surtout les alentours du marché central seront libérés. Le boulevard de la Liberté sera libéré. L'avenue qui va du cœur de ville jusqu'à Medina Bay sera également libérée. De même que la route qui va de la RN1 à hauteur de BHS jusqu'à Medina Bay. Pour ne citer que cela, mais ce n'est qu'un début, les opérations vont se dérouler jusqu'à la libération totale de la voie publique. Les dispositions seront prises pour assurer le suivi, parce que le suivi n'est rien d'autre que de prendre les dispositions pour éviter une nouvelle implantation des acteurs. Et puis au mot, mais excuses au mot des sports dans cette édition, les Navétanes ont pris fin ce 15 octobre à Diamniadio. L'annexe du stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio a accueilli cette saison tous les matchs de la zone grâce à l'appui de la mairie. Voyons tout cela avec Babacar Seck. L'annexe Abdoulaye Wade de Diamniadio a refusé du monde à l'occasion des finales des zones 9A et 9B de la commune. L'intégralité de la compétition s'est déroulée dans le stade, dans la discipline et le fair play. L'étape 1, c'était la sensibilisation. On a eu à sensibiliser apparemment toutes les ASC. Lors du tirage des Navétanes, on avait fait un tirage à grande pompe qui avait réuni toute la communauté, les communicateurs traditionnels. Ils ont tous assisté et on a passé le message. On a invité tout le monde au fair play et l'esprit de la sportivité. C'est ça qui a été respecté.
Et aussi dans l'opérationnel, on avait pris des mesures aussi plus ou moins sévères par rapport aux dispositions pratiques liées aux pratiques occultes, qui fait parfois qu'il y a un problème au niveau du mouvement navétane. Et nous, on l'a réussi à 90%. Et aussi, on a une population responsable, une population aussi qui est vraiment avertie et réfléchie par rapport au navétane. Pour pallier le manque d'infrastructures dans la commune de Diamniadio, le maire a pris en charge la totalité des frais de location du stade. Si nous avons pu l'organiser, c'est parce que le conseil municipal a donné son quitus, a jugé utile d'encourager les gauches en leur permettant de jouer dans ces annexes-là. Donc je remercie l'ensemble des conseils municipaux, je remercie le président de la commission jeunesse et sport, Meïssa Ndiaye, et toute son équipe. Remercier aussi tous les agents municipaux qui ont contribué de manière ferme et forte à vraiment la réussite de cet événement. Pour la saison prochaine, la jeunesse de Diamniadio espère retrouver le stade municipal de Ponty qui est en réflexion dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse. Karsek, merci. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition pour votre émission. L'invité de la rédaction, je reçois ce soir Fatima Baboul Diouf, trésorière générale du mouvement Nyolank. Nous allons parler de cette manifestation de ce vendredi pour déplorer la hausse donc entre guillemets des factures d'électricité ou même du Woyofal, entre autres sujets. Nous allons également aborder les questions liées à l'actualité politico-judiciaire. À tout de suite.